Bonjour, shalom, salam alaikum. Nous sommes vendredi au terme d'une semaine très riche en informations, notamment économiques, mais la politique n'est pas loin. Et pour faire le point de tout ça, nous avons 4 confrères et une consoeur autour de nous. Et comme tout commence par la femme, Roland Diatoubé Azaka, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Vous retrouvez la seule belle poule derrière 5 coqs que je n'ose pas qualifier de vilains. Non, ils sont très brillants ce matin. Merci. Et vous n'avez pas précaution pris la disposition de vous mettre à côté de moi. Merci beaucoup. Oui, pour la protection. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Marc Abofran, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les fidèles du Club de la Presse. Merci Olivier Adja avec la parution du journal humoristique Harakiri qui paraît aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour Sas, bonjour à toutes et à tous ceux qui sont à l'écoute, je les salue. Comme si vous alliez paraître aujourd'hui, notre généreuse auditrice nous envoie la pensée du jour qui dit « En plaisantant, on peut tout dire, même la vérité. » Oui, en plaisantant, on peut tout dire, même la vérité. Et il y a eu des grands penseurs qui ont utilisé cette forme d'écriture pour pouvoir passer des messages. Et à l'époque, et aujourd'hui encore, on utilise l'humour, on utilise la plaisanterie, mais pour dire la vérité. Merci beaucoup. Et c'est Molière, le grand auteur du siècle des Lumières en France, qui a écrit qu'on peut corriger les mœurs en riant, en plaisantant, on peut tout dire, même la vérité, n'est-ce pas Thierry Afanoukoui? Oui, tout à fait. Bonjour Sas et bonjour à toutes et à tous. Merci. Et puis le grand frère que nous avons fait sortir de sa discrétion, Jacques Diakouti, bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Merci. Eh bien, le plateau est riche, avec l'actualité également riche. J'espère que vous allez faire des commentaires concis pour que nous puissions embrasser tous les sujets. Juste vous rappeler que la technique, nous sommes conduits de main de maître par Michel Kokou Vitogbe Tomega. Vieux constaté, Jacques Diakouti, j'avais préparé un vieux constaté relatif à la chute du mur de Berlin, dont c'est les 30 ans, mais je mets ça de côté. Et plutôt ce vieux constaté qui nous vient du lycée d'Agoy Centre. Eh bien Jacques, 2 élèves en classe de seconde au lycée public d'Agoy Centre qui avaient des problèmes entre eux hier, ces 2 élèves de classe de seconde qui n'ont pas fini de régler les comptes hier ont fait appel aujourd'hui à de gros bras. 2 élèves de classe de seconde qui fait appel à de gros bras. Les témoins les qualifient d'apparemment drogués. Eh bien, ces deux gros bras ont fait irruption ce matin au lycée public d'Agoy Centre autour de 11h avec des couteaux, semant une panique générale dans le lycée. Heureusement, l'administration de ce lycée a tout géré. Les élèves instigateurs et leurs gros bras ont été mis en retrait. Les brigands ont dû battre en retraite. Voilà, nous avons appris tant vaut l'école, tant vaut la nation. Et c'est le spectacle que 2 élèves en classe de seconde d'un établissement public nous donnent aujourd'hui. Jacques. Je crois que ces 2 élèves n'ont pas leur place au sein de ce lycée. Si ils ont eu l'amabilité d'appeler les gros bras pour pouvoir régler effectivement cette situation, il faut reconnaître que l'avenir est hypothéqué par rapport à ces élèves-là. Donc je crois qu'il faut leur trouver une place pour pouvoir peut-être les corriger un peu, même s'ils vont reprendre l'année scolaire, peut-être l'année prochaine. Mais je crois que pour cette année, il faut quand même leur chercher une place pour pouvoir une fois encore leur éduquer. Parce que, vous savez, la société que nous sommes en train aujourd'hui de former, surtout la relève de demain, vous en avez abondamment parlé dans ce studio, parlant de la drogue qui circule aujourd'hui au sein des établissements. Il est important aujourd'hui que l'État et même les responsables de ces établissements-là prennent des mesures. Parce qu'on ne peut pas tolérer que 2 élèves puissent avoir une discussion
et qu'on fasse intervenir les gros bras. L'autre aspect également, nous interpellons le ministère de la Sécurité par rapport à cette situation. Parce qu'on ne peut pas admettre que dans un pays, nous avons le ministère de la Sécurité, nous avons la police, nous avons la gendarmerie, et on n'a pas fait appel à ces gens et qu'on fasse appel à ces gros bras. Je crois que le ministère de la Sécurité doit prendre les responsabilités parce qu'entre-temps, il avait été question de pouvoir canaliser, appeler ces gens pour les sensibiliser. Je ne sais pas si entre-temps c'est fait. Et si cela n'a pas été fait, je crois que c'est le lieu de faire encore appel au ministre, de revoir effectivement ce cas, convoquer ces gens de personnes-là et les moraliser. Merci beaucoup, Jacques, qui en appelle au ministère de la Sécurité, mais le pauvre Jacques, qui a déjà beaucoup de problèmes à régler. Hier encore, on nous a exhibé sur les médias publics des brigands, des bandits qui ont été arrêtés, exhibés. Jacques verra s'il faudra envoyer des policiers gendarmes surveiller nos lycées. Mais Roland Yatoubé, ce qui s'est passé ce matin au lycée public, je redis, d'Agoé Centre, interpelle d'abord l'administration de ce lycée. Il y a un proviseur, il y a le corps enseignant, il y a surtout des surveillants. Et puis les élèves, là, je suppose, ils sont nés dans des familles et ils ont leurs parents. Alors finalement, que 2 élèves en classe de seconde, s'il vous plaît, fassent appel à des gros bras pour venir régler leurs problèmes à l'école, ça veut dire que et le lycée et surtout les 2 parents, les 4 parents, ont failli à leur devoir d'éducation. Justement, ça montre à quel point aujourd'hui, dans nos écoles, ou bien l'école qui est censée former la relève de demain, l'éducation est en train d'être atteinte par beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les élèves de votre temps, et les élèves d'aujourd'hui, ce qui se passe dans les établissements, c'est alarmant. Beaucoup d'établissements, que ce soit les filles, les jeunes filles, que ce soit les garçons, ça veut dire ça pose un problème fondamental, l'éducation à la base, l'éducation dans nos familles. Si ces enfants sont bien cadrés, encadrés, bien canalisés dans leur famille, par leurs parents, il y a certains comportements, on ne peut pas, jusqu'à à tel niveau, à un tel niveau, là c'est un sérieux problème et tous les parents doivent prendre leurs responsabilités. Merci. Parce que nous sommes la relève de demain. Merci. Préparons les enfants et les jeunes. Thierry affirme que la cerise sur les gâteaux, c'est que la bagarre est née hier entre les 2 garçons autour d'une fille. Ah bon? Autour d'une fille, élève de l'établissement. Oui, souvent dans les établissements, ça n'en manque pas, mais le fait que on fait appel à des gros bras, c'est là où ça inquiète beaucoup. Je crois que cette affaire-là doit être suivie de près parce que on risque de déplacer l'affaire du cadre scolaire et ça peut continuer ailleurs. Donc on doit vivement parler à ces 2 élèves-là pour que cette affaire-là soit enterrée définitivement. Merci. Je sais que le sujet vous intéresse, mais l'actualité mais moi, s'il vous plaît, j'aimerais exprimer d'abord mon indignation et l'indignation, je pense, de tous les parents d'élèves. Je crois que c'est l'expression de la faillite sociale dans laquelle nous nous trouvons. Tout à fait. Parce que lorsque on en arrive au point où 2 élèves d'une école qui sont encore sur les bancs aillent chercher de l'argent, puisque les gros bras ne travaillent pas gratuitement. Ils ne sont pas dans le bénévolat ni dans l'humanitaire. Non, peut-être que même s'ils sont dans celui qui a fait appel à ces gros bras fréquente le milieu ou encore c'est ses frères. Non, je ne crois pas. Et que ces jeunes gens aient trouvé des moyens, aient pensé aux gros bras, les aient contactés et aient peaufiné un plan pour intervenir pendant les cours dans un établissement public. Vous voyez combien d'éléments je souligne dans ces phrases-là pour exprimer, je sais pas, la dangerosité de la situation. Donc, je crois d'abord que c'est l'expression de la faillite sociale à laquelle nous assistons, mais c'est aussi dangereux pour des jeunes. Ça veut dire qu'ils préparent leur carrière de délinquant sur les bancs déjà, puisque c'est le début de la délinquance. Donc, il faut peut-être en appeler à leurs parents
et aussi à l'administration de ces écoles et aussi au ministère de l'enseignement pour que ces enfants soient redressés. Merci. Je suis curieux de savoir une chose. Oui. Quelle a été la réaction du proviseur de ce lycée et de l'inspecteur qui encadre cette zone? Parce que c'est quand même assez grave. Au-delà des élèves qui sont impliqués, il y a la sécurité de tous les autres élèves innocents qui viennent à l'école. Un enseignant aurait collé une note de 3 sur 20 à un élève et qui aurait pu ramener des gros bras avec des couteaux, des gros bras drogués avec des couteaux dans un établissement public. Moi, je pense que ça doit soulever l'indignation, pas seulement des parents, des élèves eux-mêmes, mais du corps enseignant aussi, parce qu'on a vu récemment sur les réseaux sociaux des élèves faire venir des gros bras pour tabasser des enseignants. Et ça, on se dirige vers là si ce genre de phénomène arrive dans nos établissements. Merci beaucoup. Je comprends votre indignation, mais comprenez que nous allions à l'actualité. Cette actualité qui est vraiment riche en informations d'ordre économique. Ce n'est pas tous les jours que ça nous arrive. Nous allons en faire le point. Commençons avec cette revue de presse qui voit Focus Info paru aujourd'hui, paru depuis mercredi, qui revient sur la publication dernièrement du rapport Dune Business. Nous en parlons beaucoup et Focus Info écrit le Togo, désormais un cas d'école. Et là, c'est une citation de la Banque mondiale qui cite le Togo comme un cas d'école en matière d'amélioration du climat des affaires. Et Harakiri, également paru aujourd'hui, Olivier Adja, votre journal revient sur la publication du rapport pays, une cérémonie présidée par le chef de l'État en personne. Ça fait environ 2 semaines. Et vous rappelez que à la publication de ce rapport Dune Business, Faure Gnassingbé avait mis l'accent sur la paix et la sécurité pour permettre la prospérité du Togo et des Togolais. Oui, et vous savez, le rapport Dune Business a fait beaucoup de bruit. Continue à faire beaucoup de bruit. Et certains estiment que c'est trop de bruit, mais je crois que nous les Togolais, on a parfois le triomphe très modeste. Et lorsque on fait des réalisations, il faut s'en réjouir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs. Et le président de la République a reçu vendredi dernier, il y a une semaine, les cadres donc de l'OTR, de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la justice et du CFE, le centre d'informalité donc des entreprises, et aussi une délégation de cadres qui étaient en mission en Chine. Et avec ces personnes, il y a eu des discussions. Et ce qu'on peut retenir, c'est que le chef de l'État, d'abord, a encouragé ceux qui ont facilité ou travaillé à l'atteinte de ces performances à continuer. Il a encore répété qu'il ne veut pas avoir honte l'année prochaine, parce que le monde entier maintenant a les yeux fixés sur le Togo. Et on se dit, le Togo est en train de réaliser des exploits. Mais est-ce que ce sont des exploits qui vont s'inscrire dans la durée? Ça, c'est une question qui préoccupe le chef de l'État et qu'il a répété, et surtout a lancé un défi à ses cadres en disant que il doit faire l'année prochaine et pouvoir encore permettre aux indicateurs de s'accroître. Donc, pour ceux qui sont allés en Chine, il les a encouragés à utiliser les connaissances qu'ils ont apprises pour permettre au Togo de sortir il a utilisé le mot d'atteindre la prospérité et de tous ces citoyens. Merci. Les bonnes nouvelles qui tombent, nous en prenons acte, mais également on cherche à voir si derrière le décor on ne peut pas trouver un envers, et c'est ce que des journaux font dans le Canard Indépendant qui parle aujourd'hui à la page 4 de l'amélioration du climat des affaires, les réformes et la réalité. Le Canard Indépendant prend acte qu'il est de plus en plus propice de faire les affaires au Togo, mais sur le terrain, la réalité est souvent est parfois tout autre. Thierry Afankwe, ce sont des critiques qu'on entend quand même ici et là pour prendre acte du climat portant amélioration des affaires, mais il y a encore des efforts à faire pour vraiment rassurer le monde de l'entrepreneuriat privé. Oui, je crois que d'ailleurs cette semaine,
il y a eu un grand rendez-vous pour le secteur privé. Tout cela participe davantage à l'amélioration du climat des affaires pour permettre à ce que notre secteur privé puisse tirer le meilleur de toutes ces différentes réformes engagées par le gouvernement. Je crois que les résultats sont là. Il revient aux acteurs du secteur privé de se repositionner pour que les différentes réformes entreprises par le gouvernement puissent leur permettre de créer davantage d'emplois, de créer davantage de richesses pour le bonheur des Togolais. Je sais que pour le PND, il est annoncé la création d'emplois, et de 500 et quelques mille emplois. Tout cela va contribuer à ce qu'on puisse atteindre ce niveau-là, parce que aujourd'hui les Togolais attendent de jouir pleinement de ces différentes réformes. Merci. Publication du rapport d'une business, et dans la foulée, vous rappelez, le chef de l'État avait également procédé à l'ouverture chez nous ici à Lomé du bureau de la Société financière internationale, et à l'occasion le monsieur Sergio Pimenta de la SFI avait dit, citation, « Nous sommes là pour soutenir les pays qui réforment, et le Togo est justement au premier plan. » C'est un extrait de la citation de monsieur Sergio Pimenta que le confrère L'Union pour la Patrie reprend aujourd'hui dans l'ambiance d'inciter le secteur privé à investir au Togo. Et l'éveil de la nation aussi revient abondamment sur cet événement qui prend fin aujourd'hui, que Olivier Adia a rappelé. Il s'agit donc de toute une semaine dédiée au secteur privé. L'éveil de la nation écrit donc créer un environnement propice pour une économie émergente. Marc Aboflan, vous avez suivi, vous continuez à suivre l'application du rapport business. Vous suivez sans doute la semaine consacrée au secteur privé. Vous avez sans doute également suivi les reportages que les médias publics ont fait hier avec le ministre Adedje, qui s'est transporté auprès des Nana Benz dans le commerce des palmes, qui a également visité 2 unités industrielles. On peut présumer que ces différents opérateurs économiques ont tenu un langage franc avec le ministre qui est la cheville ouvrière de la semaine du secteur privé. Oui, bien évidemment. Il ne faut pas oublier, le ministre n'est même pas l'initiateur de cette semaine du secteur privé. C'est le secteur privé qui a demandé ou qui a initié cette initiative-là que le ministre a jugé bon, et en tout cas qu'il a aidé à organiser. Et je voulais dire le rôle important qu'a joué le secteur privé national dans la mise en œuvre de ces réformes-là. C'est le secteur privé, notamment avec à sa tête le président de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, monsieur Germain Meba, et le président du Conseil national du patronat, monsieur Laurent Tamignon, qui ont incité le gouvernement à aller sur un certain nombre de réformes, parce que longtemps ils ont expliqué qu'ils avaient un certain nombre de difficultés. Et vous allez voir, nous sommes pratiquement l'un des rares pays où sur 3 ans notre code des investissements a été revu 2 fois pour l'adapter aux réalités de ce secteur privé-là. Et ces réformes que nous saluons aujourd'hui ou que nous célébrons aujourd'hui doivent être pour nous l'occasion aussi de célébrer la qualité de notre secteur privé national, même s'ils ne sont pas encore très ancrés ou même s'ils n'ont pas la même puissance que le secteur privé international qui nous envahit de plus en plus. Et maintenant, dans la droite lignée de ces réformes, je pense qu'on peut déjà commencer par saluer d'abord la privatisation récente, même si on peut encore reparler des contours de la privatisation du groupe Togocom, Togo Cellulaire, et surtout l'arrivée des 2 entreprises. Nous allons revenir sur tout ça, mais dans l'ambiance générale, Roland Gatoubé, il y a également cet événement que vous, jeunes femmes dynamiques dans l'entrepreneuriat, vous n'avez sans doute pas raté. Il s'agit de cet incubateur des jeunes start-up du nom de Nunya Lab, qui a été inauguré, le gouvernement qui crée donc cette enceinte pour permettre aux jeunes
sûrement que nous avons des génies au Togo ici de commencer à faire leurs preuves. Oui, et c'est une très belle initiative que j'encourage beaucoup. Nous en avons besoin, surtout le monde de l'entrepreneuriat au Togo, et cet incubateur, moi je le souhaite, je lui souhaite le succès, parce que il y a tellement de start-up qui naissent au Togo. Il y a le génie togolais qui s'est réveillé, et les jeunes font beaucoup de choses. Mais il faut vraiment des centres comme ça, comme incubateurs, pour vraiment réorganiser et harmoniser le secteur de l'entrepreneuriat. Et je crois que c'est une très belle initiative pour nous les jeunes. Merci Jacques. Les enseignants aiment parler de la pédagogie, de l'exemple, et d'après ce que nous apprenons, le chef de l'État s'apprête à exhiber un spécimen de réussite au plan mondial. Il s'agit de ce milliardaire chinois, promoteur du groupe du commerce en ligne Alibaba, qui a annoncé ici à Lomé, courant 14 novembre prochain, ce sera l'occasion que Faure Gnassingbé se montre non seulement à côté de ce jeune milliardaire, mais pour montrer aux Togolais, yes, you can also. Oui, je crois que c'est une très bonne chose que je crois que c'est Jacques Ma. Voilà. Donc je crois que c'est une très bonne chose qu'ils viennent à Lomé, mais le côté un peu, je dirais, que je n'apprécie pas trop. Vous voyez le volet par exemple communication. Je ne sais pas si c'est le duo Toba et Kuigan la direction de la communication de la présidence de la République. Je ne sais pas si c'est les deux, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même un problème à ce niveau. Et l'autre aspect, c'est par rapport à la rencontre que le chef de l'État aura avec les jeunes. Vous vous rappelez qu'en 2017, 2018, je crois, vous vous rappelez que le professeur Kokoroko, à qui je salue au passage, avait initié un programme de rencontre avec les jeunes et le chef de l'État. Mais finalement, le projet l'a pris l'eau. Le projet n'a Vous parlez du forum national de la... Je pense que c'était plutôt un projet du gouvernement et du président de la République. Bien sûr. Et le président Kokoroko avait été nommé justement pour coordonner. Le président l'a dit même dans son discours. Mais bon, ça fait partie des promesses qui n'ont jamais tenu. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai eu à participer un peu à certaines choses. Mais ce que je n'apprécie pas, c'est le fait que ce monsieur-là vienne, et c'est en ce moment que le chef de l'État va s'adresser aux jeunes. C'est pas normal. Si le monsieur ne venait pas... Si le jeune milliardaire chinois ne venait pas ici au Togo... Oui, donc le chef de l'État n'allait pas s'adresser à sa jeunesse. C'est pas du tout normal. Moi, je crois qu'il devait séparer ce programme. Soit le chef de l'État rencontre d'abord les jeunes, après on fait venir le monsieur, il continue la discussion. Après ce que je lis sur les réseaux sociaux, on dit non, que c'est la jeunesse, certains vont venir d'autres pays, la Côte d'Ivoire et autres. Et l'autre aspect, c'est que les jeunes doivent s'inscrire en ligne avant de pouvoir participer à cette rencontre. Je crois que ceux qui ont organisé ce programme, sur cet aspect quand même, il faut reconnaître qu'ils ont raté. Ils ont raté parce que c'est pas ce milliardaire-là qui va venir et que ce milliardaire-là va inciter le chef de l'État à parler à la jeunesse. Je crois que cet aspect-là, il faut quand même revoir ça. Je crois que ça n'honore pas d'abord cette jeunesse parce que, comme je le disais tout à l'heure, Kokoroko a piloté effectivement ce dossier où il avait fait une tournée nationale pour expliquer à cette jeunesse le bien fondé de la rencontre avec le chef de l'État et cette jeunesse. Et tenez-vous bien, il y avait des sujets sur lesquels ces jeunes-là devaient parler avec le chef de l'État. Plus de 100 sujets ont été retenus. Mais finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et finalement, cette rencontre n'a pas eu lieu. Donc il faut attendre Alibaba avant que lui ne vienne et que le chef de l'État... Moi, sincèrement, j'attends le 14. J'attends le 14 pour être sûr que finalement le chef de l'État va parler à la jeunesse togolaise ou à la jeunesse africaine. Parce que plusieurs fois, avant même le forum présidentiel de la jeunesse, plusieurs fois on a annoncé le chef de l'État, que ce soit au forum de la jeunesse qu'organisait le ministère du Développement à la base, que ce soit au forum des jeunes entrepreneurs qu'organisait Madame Sina Lossol, ou encore sur un certain nombre d'événements consacré à la jeunesse, on a attendu le chef de l'État, mais jamais le chef de l'État n'a été à ce rendez-vous-là avec la jeunesse. Je suis, c'est vrai, surpris
peut-être agréablement que finalement, peut-être grâce à l'arrivée de Jack Ma, le chef de l'État va s'adresser à cette jeunesse, mais je demeure sceptique parce que j'ai vu tout l'engouement, tous les moyens qui ont été mis dans l'organisation de ce forum présidentiel de la jeunesse. J'ai vu comment des cadres de l'administration qu'on félicite aujourd'hui pour leur travail ont sillonné le pays pour dire aux jeunes de se rassembler. Les jeunes ont fait des propositions alléchantes pour ne jamais avoir finalement cette rencontre avec l'État. Donc je suis très sceptique. J'attends le 14 et je me suis inscrit, j'attends ce 14-là pour voir d'abord comment les participants à cette rencontre-là seront retenus et si finalement le chef de l'État va s'adresser à nous comme ça, c'est en tout cas comme c'est annoncé depuis un certain moment. Roland, je présume que vous aussi vous êtes vraiment curieuse de l'arrivée de Jack Ma, d'abord le chinois, et puis comment cette rencontre va se dérouler et combien de temps le chef de l'État trouvera pour se consacrer à sa jeunesse. Oui, j'ai aimé le grand frère Jacques Tchakouti, son analyse est très pertinente. Je dis, le chef de l'État est notre papa. Nous, je parle en tant que jeune, parce que je suis jeune entrepreneur. Et je comprends ce qui se passe. Nous avons nos doléances, nous avons nos problèmes. Et il est le seul personne à nous écouter. Mais il y a ses collaborateurs, son gouvernement, lui, il est la personne la plus qualifiée, à comprendre notre monde, à nous comprendre, parce que nous sommes la relève de demain. Nous sommes le demain de ce pays. Et il est notre papa. Maintenant, le problème, je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas attendre un milliardaire avant que étranger, avant que notre papa nous parle à ses enfants. Et depuis l'année dernière, j'ai été même associée à la préparation de forum présidentiel. Jusqu'à présent, rien. Mais ça a été une promesse de notre papa. Et nous attendons que cette promesse se réalise. Donc, la seule chose, je suis aussi pessimiste. Non, restez curieuse. Et j'attends de voir, parce qu'aujourd'hui, on parle de e-commerce. Ça, nous avons tout dans notre pays. On n'a pas besoin qu'un étranger vienne nous parler de ce qu'on fait déjà. Si nous-mêmes, nous donnons la valeur et nous valorisons ce que nous avons en tant que potentiel dans ce pays. Et les jeunes Togolais en ont la capacité. Merci. Nous parlons beaucoup du climat des affaires, du privé et tout ça. Mais nous, les médias, nous parlons beaucoup des autres et très peu de nous. Et pourtant, cette semaine, il y a une interview fleuve de El Hadj Ari Miaou Tchaniao, le président du Conseil national des patrons de presse. Interview publiée par beaucoup de journaux, mais j'avoue que nous-mêmes au Club de la Presse, on n'en a pas parlé jusqu'à ce jour. Bon, je me rattrape, d'autant plus que Arakiri, vous revenez sur l'interview, Olivier Adja, vous retenez un extrait de ce que le président du CONAP a dit. Personne ne pourra plus inviter les journalistes pour une couverture médiatique sans payer une facture. Et Tchaniao qui termine, la presse togolaise ne coûte pas 5 000 francs CFA. Oui, ça c'est une interview qui a été réalisée par l'agence de presse AfriPresse que nous avons reprise. Et il faut dire que le président du CONAP pose un problème ou un débat qui nous concerne tous et que nous savons. Il faut vous rappeler ça, que à votre micro ici, lorsqu'il s'agit de la presse, les auditeurs n'ont jamais raté les journalistes. Et on nous dépeint, on nous accuse de tous les mots d'oiseaux, sans chercher à savoir réellement quelles sont les sources de ces problèmes. Donc, nous pensons que aujourd'hui, s'il faut mettre l'accent sur un fait, c'est que tous les corps de métier, qu'il s'agisse des avocats, qu'il s'agisse des médecins, qu'il s'agisse de tous les corps de métier, lorsque vous allez demander des prestations, lorsque vous allez vers ces corps, vous devez payer les prestations. Et vous avez même une grille. Récemment, même les médecins ont revu à la hausse la prestation. Et même, dernièrement, c'est la police nationale. Voilà, et ça fait débat. La police même exige d'être payée pour cette prestation. Mais la grande exception, c'est la presse. Si, il faut dire qu'au sein de la presse, il y a encore des exceptions. Des télévisions comme New World
ils exigent d'abord une facture avant d'intervenir. Pas seulement actuellement la TVT. Même la TVT qui est un service public exige de payer des factures. Qu'on paye avant les prestations. Et sauf la presse peut-être écrite en ligne qui aujourd'hui est encore en train de se chercher. D'accord? Il faut aussi faire la différence entre les interventions ou des publics reportages et le travail d'analyse. Ou voilà, donc il faut qu'on se comprenne là-dessus. On ne dit pas que la presse devient une presse mercantile où tout ce que nous allons faire c'est de réclamer des sous. Non, c'est ce que nous disons. Maintenant, il y a aussi un phénomène, il a relevé le phénomène de G. C'est-à-dire, il y a les G20, il y a les G40, il y a les qui ont même leur rencontre annuelle et qui font l'état de... Ça fait rire, mais... Et c'est un phénomène de mendicité. Oui. Ils ont aussi leurs raisons, certes, mais quand même, il faut trouver des solutions. À ce niveau-là, je pense qu'il faut détailler un peu. Et il arrive souvent que les organisateurs d'événements se plaignent. Quelqu'un organise un événement, il invite 3, 4, 5 journalistes, et il a la désagréable surprise de se retrouver devant une population de journalistes, chacun se revendiquant d'un organe des plus connus au plus... Non, mais pour aller vite, c'est que voilà des situations. Et il y a aussi la question de la convention collective qui se pose. Mais comment payer des journalistes et bien les payer lorsque l'organe de presse, l'entreprise de presse ne fait pas des entrées et au niveau de sa caisse? C'est-à-dire, il faut d'abord faire des entrées avant de payer. Donc, s'il faut aller vers une convention collective, il faut repenser notre modèle économique. Donc, voilà, entre autres, les questions qui ont sous-tendu cette interview. Je vais m'arrêter là. Merci, longue interview, mais Jacques Jakouti, je présume que vous avez pris connaissance des propos tenus par Arignon Tchaniaou dans cette interview. De toute façon, le problème que pose Tchaniaou, vous le connaissez très bien. Vous qui avez été le premier président du CONAP, le problème que pose Tchaniaou, vous le connaissez, vous avez commencé même à y travailler. Oui, justement, vous savez, on avait même instauré entre-temps les tarifs au niveau des médias, mais ce que ça n'a pas marché. Et pourquoi? Bon, vous savez, les réalités diffèrent. Il faut faire un tour un peu à l'intérieur pour voir ce que ici à Lomé. Justement, ce que les médias vivent. Vous savez, quand vous prenez certains médias de l'intérieur, quand les gens viennent, par exemple, faire les annonces sur les avis de décès, les gens n'ont pas de liquidité. Les gens viennent avec un bol de maïs pour qu'on puisse leur faire une annonce. Certains tiennent les pintades, d'autres c'est quoi? C'est l'igname. En contrepartie pour qu'on leur fasse les annonces. Donc c'est pour vous dire que quelque part, c'est l'environnement au fait. Vous comprenez? Au fait, c'est ça. Nous, on a eu à faire une tournée sur toute l'étendue du territoire. On a compris, on voit comment... Et puis, certains médias, vous savez, comment les médias là fonctionnent. Nous, par exemple, on met en marche la radio à 10h et à 11h, on ferme la radio pour aller au champ. Et donc, il faut attendre 23h quand on revient. Donc, c'est pour vous dire que il y a assez de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Et je crois qu'avec la venue de la TNT, ça va régler beaucoup de choses. Mais il est important aujourd'hui que nous puissions nous organiser. Ce que M. Tchaniaou a avancé et que le confrère vient de commenter tout à l'heure, c'est une réalité. Et vous allez voir la plupart des confrères aujourd'hui, vous allez les voir circuler au rond-point de la capitale, tout juste pour voir des banderoles. Et s'il y a par exemple un séminaire quelque part, on ne les invite pas, ils vont. Ils s'invitent. Oui, ils s'invitent. Donc je crois que quelque part, il faut reconnaître, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise entre nous et qu'on se dise certaines vérités. Je crois que l'autre aspect, il faut ressortir une fois encore les résultantes de ce que nous avons eu entre-temps à Palimé, comme les assises de la presse du Togo. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de recommandations. Je félicite au passage le ministre de la Communication, M. Folibazi, qui est en train de faire un travail énorme, parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que les médias vont basculer aujourd'hui au numérique, parce que c'était un dossier que nous avons traité, nous avons eu beaucoup de séances de travail avec une commission, mais lui il est venu aujourd'hui, il a ressorti le dossier et il est en train de travailler. Je crois qu'il n'a qu'à encore une fois ressortir le dossier des assises de la presse et qu'on mette en branle les dispositions qui ont été prises là-bas pour le maire de la presse togolaise. Merci. Rolando, on va finir avec vous. Le problème que pose Tchaniaou, il est important, nous en parlons souvent, mais l'autre dirait... Non, le président qui a parlé, le secrétaire général... Roland, d'aucuns diraient que
si la presse privée veut qu'on la respecte, il faut qu'elle commence elle-même par se respecter. Tout à fait, il faut qu'on commence, ou bien que nous commencions à nous respecter sur le terrain. Et ça, le sujet là me tient à cœur parce que aujourd'hui nous avons les presses en ligne et nous qui évoluons avec l'internet, et il y a certains comportements qui viennent salir l'image des presses en ligne par exemple. Et là, quand vous prenez, il y a aujourd'hui avec l'internet, tout le monde se dit journaliste. C'est que c'est un secteur à cernir sérieusement. Tout le monde qui crée son média dans sa chambre, avec un site, le gars se présente dans les événements, et puis ce sont eux qui prennent qui sont plus traités. Et ça, je pointe du doigt un sujet ou bien une problématique. C'est pas seulement les journalistes. Cette manière de donner, de quémander est entretenue par les organisateurs eux-mêmes aussi. Comment vous organisez un événement, vous invitez, vous avez une liste des invités, des médias invités, et que vous vous retrouvez avec un nombre qui dépasse le nombre que vous avez prévu sur la liste, mais ils vont faire en sorte, et puis ils vont dire que le nombre dépasse, et puis ils veulent traiter tout le monde. Mais la liste que vous avez, les médias invités, traitez les médias invités, et les autres, dites-leur, vous n'êtes pas invités. Pur et simple. Eux aussi, les organisateurs aussi entretiennent ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Que chacun balaie devant sa maison, et la rue sera propre pour tout le monde. Je dois pouvoir dire c'est votre président qui a accordé l'interview. Oui, bien évidemment, c'est mon président qui a accordé cette interview parce que, à mon avis, il y a deux choses. Nous avons besoin, nous-mêmes journalistes, de nous professionnaliser pour que les gens respectent notre métier. Mais ceux qui emploient nos services ou que demandent nos services aussi ont un devoir de se professionnaliser avant de venir vers le journaliste. Je pense qu'avec le projet Profamed, il y a un grand effort qui est fait pour professionnaliser le métier de journaliste. Mais il est très très important aussi, comme le soulignait Roland tout à l'heure, que les organisateurs sont la plupart de ceux-là parce que c'est eux qui entretiennent le phénomène de G20 parce qu'ils savent que avec 2000, 3000, ils peuvent voir leurs informations passer. Ils veulent pas venir vers les médias sérieux qui vont leur tendre une facture. C'est ça aussi une réalité. Et je pense que il y a deux choses qui sont en train d'être faites, qui, comme le soulignait l'aîné tout à l'heure, si le ministre de la communication fait diligence, il faut revoir l'accès à la profession. L'accès à la profession parce qu'aujourd'hui, comme disait Roland, tout le monde, n'importe où, partout, peut se dire journaliste. Et seconde chose, il faut corser aussi les conditions de création d'un média. Aujourd'hui, vous avez 15 000, vous pouvez créer un titre. C'est ça aussi, la triste réalité. Vous faites des documents, vous pouvez créer un titre. Il faut passer à échelle. Et je pense que il y a déjà un projet, un nouveau pôle de code de la communication, un nouveau projet de code de la communication qui a été étudié, adopté par les parties prenantes, qui attend de passer devant le gouvernement et devant l'Assemblée nationale. C'est une condition sine qua non pour améliorer notre métier et de facto améliorer aussi les prestations que nous offrons aux auditeurs. Remontons à l'information, toujours sur les informations économiques avec ce qui est tombé hier et sur lequel beaucoup de journaux reviennent aujourd'hui. Commençons par Togo Matin qui affiche fièrement ce matin à la page 5 dans le secteur des mines, signature de 2 accords de partenariat entre le Togo et Dangote Industries Limited. Autre journal qui revient là-dessus, l'Éveil de la Nation écrit lui aussi signature de 2 accords de partenariat avec Dangote Industries Limited. La bataille pour résorber le chômage qui continue. Togo Réveil, il revient avec de larges images à sa manchette. Le Togo qui signe 2 accords avec Dangote Industries Limited, plus de 2 milliards, 600 millions de dollars qui seront investis d'un côté dans la transformation du phosphate et de l'autre dans du clinker, et ceci pour créer au moins 500 emplois directs, sans oublier les indirects. Voilà, Jacques Diakouti, c'est Dangote, on connaissait le commerçant qui nous vendait le ciment. Maintenant, on va voir l'industriel qui viendra installer deux usines. La première pour transformer le phosphate en engrais
Et la deuxième usine, c'est pour fabriquer jusqu'à près de 1,5 million tonnes de ciment ici au Togo. Si cela se réalise, ce serait vraiment du joli. Non, je crois que il faut quand même apprécier tout ce qui se passe sur le côté investissement dans notre pays. Si aujourd'hui, M. Dangote accepte de venir s'installer dans notre pays par rapport au phosphate dont vous venez faire cas aujourd'hui, je crois que c'est la jeunesse qui va en profiter. Mais il est important aujourd'hui de recadrer tout ce qui vient dans ce pays. Nous avons vu ceux qui se sont installés, ceux qui sont en train de faire. Quand nous prenons le cas de ceux qui sont à Tablibo par rapport au ciment, ceux qui sont à Bangeli et qui sont partis. Ceux qui étaient à Bangeli sont partis. Voilà, ils sont partis. Non, c'est pour vous dire qu'il est important que l'État, c'est vrai qu'il faut inviter les gens, mais il faut mettre les gens aussi devant leurs responsabilités, surtout leur cahier de charge. Ils n'ont qu'à respecter ces cahiers de charge-là et respecter également la pollution au niveau de ces populations. Parce qu'il y en a qui ont commencé déjà par se plaindre. Quand vous prenez par exemple l'usine de Naïga, dont on n'a pas encore installé, mais vous voyez déjà que les populations ont commencé par se plaindre par rapport à la pollution. Donc je crois que Naïga, c'est pour le manganèse. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui, c'est bien de s'ouvrir au monde, c'est bien de s'ouvrir à l'industrie, mais l'autre aspect est que il faut que ces sociétés-là qui viennent respectent une fois encore leur cahier de charge et respectent également les clauses par rapport aux populations qui vivent au sein effectivement de ces industries où ils sont appelés à extraire ou à transformer tout ce qu'ils auront à faire dans ce pays. Merci, c'est important Macaboflan, parce que les populations dont les terres regorgent du phosphate, du clinker, du marbre et du fer ont l'impression qu'ils sont les maudits de la République. On vient tirer les richesses de leur sol. Eux-mêmes sont les bannis. Ça, c'est d'un. De deux, les sociétés qui sont installées dans la zone franche, nous en parlons souvent avec les conditions presque inhumaines qui sont faites à leurs travailleurs. Maintenant, Dangote est en train d'arriver. On peut présumer que Dangote ne fera pas comme les autres, d'autant plus que d'aucuns disent que Dangote serait même l'ami de Faure Gnassingbé. Il était ici lors du lancement du PND, et comme lui-même étant africain, on peut présumer que Dangote fera les choses en bien. Membre du conseil d'administration de Togo Invest, le bras d'investissement du Togo aujourd'hui. Il faut quand même dire que les populations des zones minières sont les plus démunies dans notre pays aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir nos frères des populations de Faux et de Yoto pour avoir une idée. Nous ne reviendrons pas sur le cas des conditions de vie et de travail de nos compatriotes qui sont en zone franche, qui sont à la limite de l'exploitation ou même de l'esclavagisme. Mais je sais une chose, c'est que le groupe Dangote, dans toutes ces industries, partout ailleurs où il s'est installé, s'est quand même distingué dans le traitement exemplaire qu'il faisait aux ouvriers sur ces sites d'exploitation et aux employés de sa société. Je pense que Dangote Industrie Limited, qui va s'installer au Togo, est quand même un exemple en termes de protection sociale des salariés. Et j'ose espérer que cette réputation-là que Aliko Dangote traîne, il va bien évidemment l'emmener au Togo. Mais ça pose au-delà de Dangote, ça pose une question d'ensemble. C'est vrai que nous mettons en place un environnement attractif pour attirer le secteur privé dans notre PND. Mais ce PND parle également, axe 3, des mécanismes d'inclusion. Et donc, il faut faire en sorte que ces investisseurs-là qui viennent, qu'il y ait un cadre efficace de protection des travailleurs pour que les Togolais qui vont travailler, ou en tout cas ces 500 000 emplois qui seront créés grâce à ce financement externe-là qu'on attire, que ce ne soit pas des emplois démunis. Parce qu'il y a un exemple. Il y a un exemple. Ça, récemment, il y a un groupe qui s'est créé, qui est dans le bâtiment Mangouani, que le chef de l'État a inauguré. C'est la société Marjorel. Mais quand vous prenez les conditions de travail des Togolais
qu'on recrute là-bas pour répondre à ces appels et tout, des gens qui ne dépassent pas le salaire mensuel de 100 000 francs pour des gens qui ont un niveau licence et plus. C'est dire quand même que... Et pourtant, c'est le chef d'État qui avait procédé au lancement officiel de cette société. Et donc, il faut quand même appeler à une certaine responsabilité de ces entreprises-là qui viennent s'installer, parce que c'est bien de s'installer en grande pompe, c'est bien de dire qu'on crée 100 000 emplois, mais si c'est des emplois au SMIC pour des gens qui ont un niveau licence et plus, je pense que, excusez-moi, ça n'en vaut pas la peine. Et pourtant, le chef de l'État met un point d'honneur à la protection. Vous voyez tous ces gouvernements, il y a d'un côté protection civile, de l'autre protection sociale ou encore protection de la nature. Oui. Et vivement que toutes ces protections-là s'expriment dans le réel. Et c'est ce que disait Jacques Jacouty sur le nouveau chantier du manganèse de Naega. Ça doit être appréhendé comme il faut et veiller à ce que les gens viennent s'installer chez nous, créer des affaires, s'enrichir, mais que nous ne soyons pas les bannis. Ça, il y a le côté environnemental à ne pas oublier, parce que ce sont les terres qui sont exploitées, et déjà ces industries minières, il y a toujours le côté environnemental, et là le ministère de l'Environnement est interpellé. Et de la protection de la nature. De la nature, voilà, protection de la nature, et l'Agence nationale de l'environnement. C'est le ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature. Avec le professeur David Oladokou. Ils sont interpellés parce que il y a le ministère des mines, mais c'est vraiment, ils vont de pair, parce que quand nous sommes dans les mines et l'exploitation minière a toujours de répercussions sur les ressources naturelles. Et là, je parle aussi du côté de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ces entreprises doivent aussi penser à ce côté-là et mettre des mécanismes pour développer les communautés dans lesquelles elles sont implantées. C'est très important et ce côté est souvent oublié dans notre pays. Merci. Pendant que Dangote arrive, le Togo qui perd le secteur de cette télécom, puisque d'après ce qui a été signé hier encore à la présidence de la République, les télécoms du Togo viennent de passer sous contrôle étranger, puisque les étrangers ont déjà pris 51% de nos télécoms. Revue de presse avec l'Union qui écrit Télécom, Action et Emerging Capital Partners prennent le contrôle de Togocom. Autre journal, c'est Économie Développement qui écrit lui aussi que Action Group et Emerging Capital Partners vont investir environ 160 milliards de francs CFA au Togo sur 7 ans. Mais le problème, justement, Thierry Afankoué, selon les rapports officiels, Togo Télécom ou Togocom a déjà fait un bénéfice net de 120 milliards de francs CFA en 2018. Voilà. Alors, si nous-mêmes... Bénéfice net ou chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, c'est différent. Carrément. Le chiffre d'affaires est différent. Le chiffre d'affaires, d'accord, mais toutefois, même s'il y a des nuances, Thierry Afankoué, comment est-ce qu'un groupe qui fait lui-même déjà 120 milliards de francs de chiffre d'affaires a besoin d'un partenaire étranger qui en prenne le contrôle pour pouvoir investir 160 milliards de francs sur 7 ans? Voilà, c'est ce qu'on ne comprend pas et c'est ce qu'on ne nous dit pas, parce que jusque-là, on ne nous a pas dit que Togocel est en difficulté financière. Parce que, parce que on ne privatise que ce qui ne va pas. Si Togocom, ou du moins Togocel fait un chiffre d'affaires de 120 milliards, on ne nous a pas dit que officiellement, on ne nous a pas dit qu'il y a déficit ou pas. À mon avis, l'entreprise se porte bien. Donc, on ne comprend pas pourquoi on est passé à la privatisation. Les députés qui ont autorisé le gouvernement à aller dans ce sens-là, je crois que après que on a privatisé la société, doivent interpeller le ministre sur cette question-là, parce que d'abord, elle refuse de nous communiquer le montant de la transaction. C'est-à-dire que les 51% cédés au groupe malgache, la ministre refuse de communiquer cela.
Donc, on ne comprend pas, il y a une opacité totale qui entoure cette transaction-là, comme ça a été toujours le cas. Si on prend même l'exemple de Bolloré, quand on a cédé le port à Bolloré, aujourd'hui, personne n'a connaissance des termes du contrat. Et quand ça se passe comme ça, nous, citoyens, il nous est difficile de contrôler ce qui est fait. C'est-à-dire que on ne sait pas si vous l'avez si bien rappelé avec le cas de Dangote, on ne maîtrise pas tout ce qui entoure ce qui s'est fait hier à la présidente. Donc quand c'est comme ça, le contrôle citoyen est difficile. Alors que nous devrons avoir nos yeux dedans parce que c'est un patrimoine national. Donc et il est temps que les députés puissent interpeller Madame Sina Larsson sur la question pour qu'elle puisse donner plus d'éclaircissement sur la question. Maintenant, une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 120 milliards, on nous dit on cède ça à une autre société. Et cette nouvelle société-là va investir 160 milliards sur 7 ans. Mais si on aidait notre société qui arrive déjà à mobiliser 120 milliards, ça, je crois que l'investissement que ces nouveaux-là vont faire, si nous-mêmes on s'organise bien, je crois qu'on pouvait réussir le cas. Et puis le Togo a cet exemple-là, tout ce qu'on a eu à privatiser dans ce pays, ceux qui viennent l'exploiter et travaillent beaucoup plus à enfoncer ce qu'on avait avant de leur céder ça. Je donne juste l'exemple de l'hôtel Sarakawa. Est-ce que vous savez que l'hôtel Sarakawa aujourd'hui est en train de couler? Ça dit que les récentes pluies, quand vous allez à l'hôtel Sarakawa, on est obligé de mettre des bassines de gauche à droite pour que quand l'eau tombe, on puisse recueillir cela. Alors que cet hôtel-là, lorsqu'on avait concédé ça au groupe Accor, n'était pas dans cet état. Et les clauses demandaient ou bien exigeaient du groupe Accor à ce qu'on puisse travailler à positionner cet hôtel-là au niveau de 5 étoiles. Rien n'a été fait. Accor est venu, a ramassé, a fait pas mal de chiffres d'affaires, mais n'a pas su réinvestir dans le maintien du bâtiment. Voilà tant d'exemples. Ce qui fait que quand on a privatisé Togocom, les gens se posent beaucoup de questions. Je crois que sur la question même du personnel, justement, nous allons revenir, mais juste rappeler que c'est le Premier ministre qui a parrainé la signature des accords entre le ministère des Télécoms et les nouveaux opérateurs étrangers venus de Madagascar. Liberté aussi en parle et qui a à peine fusionné, Togocel et Togo Télécom se retrouvent privatisés et Liberté dit craindre des suppressions d'emplois, des intérêts personnels, dilapidation des ressources de l'État et la bonne gouvernance selon Faure Gnassingbé écrit Liberté. Alors, quels sont les nouveaux partenaires qui viennent de prendre le contrôle de nos télécoms? Le canal indépendant se demande 51% de Togocom cédé au privé, qui sont Axian Group et Emerging Capital Partners, les deux acquéreurs. On peut trouver la réponse dans le colonne de l'alternative qui écrit tout simplement que c'est une nébuleuse qui vient de faire main basse sur Togocom. Jacques Jacouti, avant les autres. Non, je crois que vous savez, quand vous prenez par exemple nos sociétés ici au Togo, si on passait par exemple à l'appel à candidature et on demande aux gens, c'est-à-dire que toi Sas, tu viens avec ta secrétaire, tu viens avec ton comptable, tu prends par exemple Togocel et l'appel là c'est transparent et on te laisse gérer. On te donne par exemple 5 ans avec ton équipe de gérer. Mais après 5 ans, s'il n'y a pas les résultats, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de refaire encore un autre appel à candidature. Vous prenez le Bénin à côté ici. Quand vous prenez les universités du Bénin, c'est l'appel à candidature. Je viens avec mon équipe, je gère. Si ça ne va pas après tout, on fait encore un autre appel à candidature. Et vous allez voir, les sociétés que nous avons dans notre pays ici n'auront pas de problème. Mais du moment où on ne veut pas faire appel à candidature, bon, on gère, on nomme, et après, quand il n'y a pas les résultats, on ne peut plus révoquer.
Donc, c'est ce qui fait que nous avons assez de problèmes par rapport à nos sociétés. Et c'est triste aujourd'hui de constater que nous n'avons plus rien. On n'a plus rien aujourd'hui. C'est quand même dommage qu'on dise aujourd'hui que Togocel, qui était la fierté de notre pays, concède plus de 51%. 51% de la part de Togocel à une autre société qui vient. Vous voyez quelque part, je crois que il y a eu ce manque de transparence par rapport à la gestion de ces entreprises. Voilà là où ça nous a conduit aujourd'hui. Si on avait eu l'amabilité de lancer toujours les appels à candidature pour gérer nos sociétés, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Quand vous prenez même la Aplusia, oui. Je vous dis, si on avait fait appel à candidature pour que quelqu'un postule pour gérer également la Aplusia, nous serons loin par rapport au dossier. Mais aujourd'hui, l'équipe qui est là, c'est un décret présidentiel qui nous a instauré. Et vous croyez qu'ils auront la main libre pour pouvoir vraiment évoluer dans certains dossiers? Ça serait quand même difficile. Qu'il faut qu'on se dise la vérité par rapport à la gestion effectivement de nos sociétés. Merci. Jacques disait que nous n'avons pratiquement plus rien. Vous savez que nous n'avons plus de banque. Et celle qui nous reste encore, la BTCI et l'UTB, d'ici le 22 décembre, leurs dossiers seront également clos. Comme ça, nous n'aurons plus rien. Mais en attendant, revenons sur les télécoms. Olivier Adja, dans tous les pays, les télécoms sont un secteur cardinal, stratégique. Il y va même de la souveraineté des États. J'ai pas vu les chiffres, mais comme Thierry le disait, officiellement, on ne nous a pas dit que Togocel et Togo Télécom ne feraient plus bénéfice. Et puis, c'est dans ces conditions que nous apprenons du jour au lendemain que 51% de cette société-là viennent d'être cédées à ce groupe malgache. Quels sont vraiment ces groupes-là? Quels sont les pays une holding à 10 000 francs CFA de capital social. Bon, alors, Olivier Adja. Non, je crois que je vais peut-être aller dans un sens contraire. C'est ça même le propre des débats. Celui de mes confrères, en disant d'abord que, vous savez, dans le monde, c'est le privé, partout dans les pays, c'est le privé qui fait développer l'économie et qui soutient l'économie des pays. Ça, c'est une réalité. Et notre pays, le Togo, aussi, est en train donc de miser sur le privé. Lorsque vous prenez le PND, et on a fait la part belle au privé, et lorsque vous prenez certains secteurs, on fait plutôt les yeux doux au privé, parce que lorsque vous confiez la gestion, ça a été démontré que la gestion publique n'a jamais ou n'est jamais catholique ou protestant, c'est selon. Donc, et ça, c'est un élément qu'il faut retenir. L'autre élément aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai découvert peut-être en Chine, c'est que les gens ont beaucoup misé pour permettre le développement de la Chine. D'abord, ce pays a travaillé sur son cadre, l'environnement économique, et a fait appel aux Occidentaux. Le débat n'est pas là, Olivier. Nous reconnaissons un développement. Mais le problème, on peut faire tout ce qu'il dit là, mais s'il n'y a pas de contrôle, ça ne peut pas marcher. D'abord, est-ce qu'il est établi que Togo Télécom, Togocel ont des problèmes? Et puis, depuis des années, nous demandons plutôt un troisième opérateur économique. Ils ne viennent pas, et c'est ce que nous avons, qui vient d'être privatisé sans qu'on nous ait sensibilisé à l'avant. C'est là le problème, Olivier. Non, je ne refuse pas, mais ça, tu fais en même temps l'arbitre et le joueur. Non, mais ce que je dis, c'est que ce sont des principes reconnus. Moi, je les pose. Maintenant, je les mets en face des réalités togolaises. Aujourd'hui, on parle d'action, on parle de privatisation. En réalité, moi, je suis pas contre. Sauf que je veux que tout se fasse dans les normes et dans les règles de l'art. Les appels d'offres et le montant que cette privatisation a coûté, parce que c'est une entreprise publique qui appartient aux Togolais. Donc, lorsque moi je veux vendre ce qui appartient à quelqu'un, j'ai le droit de lui communiquer le prix que ça a coûté. Vous avez le devoir. Le devoir de lui communiquer le prix que ça a coûté. C'est là, moi, je trouve à redire. Mais le principe de privatisation, en réalité,
s'il y a privatisation et que ça peut permettre le développement, ça peut permettre au Togo de s'inscrire dans les grands mouvements d'ensemble et au niveau mondial qui encourage d'abord les privés à prendre le contrôle de certaines structures, moi ça me gêne pas du tout. Ça me gêne pas du tout. Maintenant, lançons un appel à ceux qui privatisent, lançons un appel à l'État à faire les choses dans les règles de l'art, dans la transparence, à permettre aux Togolais de comprendre. Parce que là où on cache des choses, là où on dit que c'est un secret d'État, c'est confidentiel, ça attire la curiosité des gens. On se pose des questions s'il n'y a pas des magouilles. Donc, c'est ce qu'il faut améliorer, à mon avis. Merci. Il est déjà midi dépassé. Juste une rapide revue de presse sur l'actualité politique. Et nous passons à la phase inclusive. J'aimerais dire une ou deux choses sur Togo Télécom. Oui, Togo Télécom était une société pratiquement en faillite. C'est pour ça que l'État... Mais pas Togocel. Permets-moi de terminer, s'il te plaît. C'est pour ça que l'État est allé vers une fusion. Comme Olivier, aujourd'hui, il faut aller vers la privatisation si nous voulons que les choses soient bien gérées. Regardez toutes nos sociétés d'État qui sont gérées par les personnes normées. Ces sociétés-là n'ont aucune qualité de gestion. Maintenant, la question qui se pose, c'est à quel privé nous revendons nos sociétés et comment se fait cette cession-là de 51%. Parce qu'un rapide tour, on dit ECP, Emergence Capital Partner et Axian Group, mais officiellement, c'est la holding Agou qui a acheté ce groupe-là. Et la holding Agou, quand vous faites un tour sur Internet, c'est une société qui a un capital social de 10 000 francs CFA. Et la question, 10 000 francs CFA, pas 1 million. 10 000 francs CFA. Et la question qui se pose, comment une société avec un capital de 10 000 francs CFA peut racheter une société qui fait un chiffre d'affaires de 120 milliards de francs CFA sur l'année 2018? Première question. Seconde question, la société la trouve où les 160 milliards qu'elle est censée investir sur les 7 prochaines années? C'est les vraies questions auxquelles le ministère de l'économie numérique nous allons y revenir. Est muette. Merci. Juste cette rapide revue de presse sur l'actualité politique. Et le Mania Libéré qui nous rappelle que depuis cette semaine, l'Assemblée nationale a donné son quitus pour la réforme du code électoral, notamment pour ce qui concerne le droit de vote, les modalités de vote à nos compatriotes de la diaspora. Et comme la prochaine élection va être organisée par la CENI, Vox Populi nous apprend à la page 2 que la CENI forme déjà le 11 novembre prochain les opérateurs économiques, les opérateurs de saisie pour la révision des listes électorales. Et c'est ce que nous rappelle également Togo Réveil, la CENI qui annonce le démarrage de la formation des opérateurs de saisie à partir du 11 novembre prochain. Alors, candidat à cette élection, la question, c'est la question du 4e mandat de celui que vous connaissez. Devra-t-il être candidat ou pas? Focus Info pose la question aujourd'hui en éditorial, la question du 4e mandat de Faure Gnassingbé. Et pour ce qui concerne Faure Gnassingbé, Actu Express écrit Faure Gnassingbé, tout sauf un homme de parole. Et à propos de l'une des paroles qu'il a prononcées dernièrement sur les médias en allemand, sur la Deutsche Welle, Maître Agboybo appelle Faure Gnassingbé à se conformer aux propos qu'il avait tenus en Allemagne sur la problématique des mandats présidentiels. Il est 12h passé de 4 minutes. Nous soufflons un peu et vous entrez en ligne pour intervenir sur l'une ou l'autre question débattue aujourd'hui. 93.5 Canal FM. Eh bien, à nos côtés, Jacques Jacouti, Marc Abolfran, Thierry Afanoukoé, Olivier Adjaye, Roland Datoubé, qui sont à votre disposition pour recueillir vos questions, vos commentaires. Le premier auditeur déjà en ligne, le temps. Monsieur Abdel, bonjour. Bonjour, monsieur Sarr. Merci. Vous voulez parler sur quel sujet? Bien sûr, la rencontre du président et la jeunesse. Par l'intermédiaire du milliardaire chinois Jack Ma. Oui, Jack Ma ou Ali Baba et les 40 voleurs. Mais vous voyez, c'est déplorable. Que ce soit un étranger qui arrive et que le président organise une rencontre avec la jeunesse.
ce n'est pas bien à attendre. C'est d'abord honteux pour le pays, c'est très honteux. Et puis, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça me fait mal. Ça me fait mal d'attendre des trucs comme ça. Alors, ça démontre encore une fois que, vous savez, le problème de nos pays même, c'est nos chefs d'État, ceux qui les dirigent, qui ne se soucient pas de leurs concitoyens, du bien-être de leurs concitoyens, et tout le reste, qui pensent plutôt à faire plaisir à l'étranger, comme si c'est l'étranger, c'est grâce à l'étranger on est au pouvoir. C'est déplorable. Quand je vois mes frères qui accusent la France chaque fois, je dis nous-mêmes, c'est nous-mêmes notre problème. Merci nous-mêmes beaucoup. Africains. Merci Abdel. Alors, je voudrais demander à Olivier tout ça de cesser d'être des avocats de diable. On ne peut pas céder Togocom à une société de capital de 10 000 de cette manière. C'est pas possible. Ne défendez pas cela. Merci Abdel. Il y a beaucoup qui sont en ligne dont déjà Monsieur Maglo qui s'impatiente. Bonjour Monsieur Maglo. Bonjour, comment vous allez? Dieu merci. Nous sortons de notre grippe. Celui qui m'a précédé a déjà évoqué mon idée. Néanmoins, je vais y ajouter quelques touches. Je fais cette remarque généralement que dans vos discussions, il y a toujours quelqu'un qui cherche à prendre le contre-pied de ce qui est évident. Et c'est vrai, dans les discussions, il faut un débat contradictoire, nous sommes tous d'accord. Mais il y a des choses qui sont tellement évidentes que ça ne vaut pas la peine, même en dissertation, où on cherche le raisonnement, il y a des fois où on est d'accord. Parlant de la privatisation, on voudrait nous faire comprendre que la tendance actuellement dans le monde des affaires, c'est la privatisation. Nous sommes d'accord, on ne vous apprend rien. Mais cette pratique n'a pas fait recette chez nous au Togo. Vous l'avez évoqué à maintes reprises dans vos discussions tout à l'heure. Et alors, pourquoi encore chercher à défendre cela? Faites beaucoup attention à ces prises de position. Voilà. Merci, c'est noté, Monsieur Maglo. Maintenant, l'ami Georges, bonjour. Oui, salut. Oui. C'est concernant Togo Télécom. Togocom plutôt. Togocom. Oui. Vous savez, ça c'est une entreprise stratégique pour un État. Ça veut dire que tous nos données seront dans les mains des privés. J'accepte le concept de privatisation. Mais ça, dites-moi, on leur a donné 51. Donc nous avons 49. N'avons-nous pas l'argent pour avoir les 2% à la différence et ouvrir le capital à ces gens-là? Ils ont 49, on a 51. Et nous restons maîtres chez nous. Et nous restons maîtres chez nous, c'est ce que je veux dire. Ça fait mal. J'ai suivi Jack Ma aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il viendra nous dire? Sinon, prenez vos responsabilités en main. Il a ouvert son entreprise avec $1. Tout ce que ce gars-là va nous dire ici, Kako Nouba le dit tous les jours. Lisez l'envol de l'épervier. Moi, je l'ai. Je ne suis pas économiste. J'ai lu ce bouquin. Alors, ça fait mal. Et quand il va venir ici, Sasgao, on va payer son billet d'avion. Vous savez, la même chose s'est passée quand on a lancé le PND. Tous ces invités-là, le billet d'avion, les frais d'hôtel, ça a coûté combien? Ça a coûté combien? Et avec cet argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je propose que cette différence-là, si c'est 100 millions, qu'on prenne 1000 Togolais, qu'on leur donne de l'argent. Lancez-vous. Argent gratuit. Après, créez-vous des emplois. Et qu'on prend des gens dans les ministères pour qu'ils suivent ces gens-là, pour qu'ils réussissent dans leur entreprise. Merci, Georges. Merci de céder la place à Kamba depuis Djidjolé. Bonjour, Kamba. Bonjour, monsieur Saf. Oui. Bonjour à tous ceux qui sont là-bas. Merci. Quel sujet vous intéresse aujourd'hui? Oui, le sujet de privatisation dans le pays. Oui. Et le sujet d'Angoté. Bon, en gros, le sujet minier. Bon, par rapport au sujet de la privatisation, ben, j'ai l'impression qu'on ne voit pas toujours ce qui s'est passé dans le passé. Par exemple, on a eu un cas de CET ici, non? On a vu ce que la privatisation de CET a donné, a causé comme tort pour le pays. Oui. Maintenant, si on veut privatiser Togo cellulaire, est-ce que déjà une fois on nous a présenté un bilan négatif de Togo cellulaire, et pourquoi on va à la privatisation de cette société? Maintenant, si ça va se faire
Normalement, on fait un dépôt de bilan pour que les gens sachent effectivement le problème que la société a. Et c'est pourquoi on veut passer à la privatisation de cette société. On passe à la privatisation d'une société pour apporter plus de capital pour que la société reprenne vie. Ou bien ce n'est pas ça. Et maintenant, si nous sommes là à privatiser des sociétés comme ça, tout juste parce qu'on veut rentrer dans un canal de privatisation de société pour une bonne gestion. Merci, la bonne gestion se fait par des hommes qui sont à même de diriger cette société. Si vous mettez quelqu'un qui ne peut pas diriger la société comme vous voulez, vous n'aurez jamais de résultat. Merci Georges. Il y a beaucoup d'amis qui attendent en ligne. Donc Patrick, bonjour. Bonjour, ça. Oui, vous voulez parler de quel sujet? Oui, par rapport aux enfants qui apportent les gros bras, en plus de Togo Telecom. Oui, allez-y. S'agissant des enfants qui apportent les gros bras pour taper les enseignants. Non. C'est pour se régler leur propre compte. Même que ce soit enseignant ou bien leur propre compte, ce n'est pas possible. Il faut qu'on les corrige correctement. Parce qu'on dit droit des enfants, droit de l'homme, quoi, et ça devient de n'importe quoi. Il faut vraiment que le gouvernement et l'administration des établissements prennent des mesures très strictes par rapport à cela. Merci. Parce que ce n'est pas de n'importe quoi l'enseignement. S'agissant de Togo Telecom, vous savez, hier j'ai déjà commenté par rapport à cela. Lorsqu'on veut céder les 51% aux étrangers, vous savez, ils auront toutes nos données dans leur fichier base de données. Donc, ce qui veut dire que toutes les informations liées à l'État, les étrangers là auront tout et le Togo n'aura rien. On ne peut même pas faire quoi que ce soit dont les données seront aux étrangers. Merci. Il faut voir ces cas-là. Merci Patrick. Nous passons Papa Sibiti depuis Djidjolé. Bonjour. Bonjour mes directeurs. Bonjour monsieur Djadjakoti. Ce sont vos enfants Je voudrais ici. parler de l'éducation. Oui, allez-y. L'éducation, quel profil du citoyen il faut? Le président de la République doit être interpellé. Le ministre de l'Éducation nationale. Vous voyez, les enfants, leurs pères sont des docteurs de quoi? Ils arrivent à la maison, on diffame l'enseignant. Et vous voyez ce qui se passe, ça va être une tache d'huile. Est-ce qu'il y a une éducation sans sanction? Les présidents de la République, vous connaissez, c'est maintenant on vous envoie des gens, on les menotte, on ne va pas dire que c'est ça, les blancs nous défendent ce qu'il faut que passe. Ton père, quand il mangeait, il l'éventaillait. Donc il doit cesser de tout. Il faut qu'on nous supprime ce droit de l'enfant. On ne peut mettre au monde des enfants sans les aimer. Merci, donc Papa c'est ça. Sibiti. Le président il a demandé, peu à son âme, il fait ses enfants. Il faut une sanction. Ouais, mais... S'il n'y a pas de sanction, nous ne pourrons jamais réussir. Merci, Papa l'éducation, Sibiti. nos enfants vont devenir, je ne sais comment, à vous-même de deviner. Il faut qu'on nous ramène les sanctions. Merci Papa Sibiti. Feu et Adema fait ses enfants, mais est-ce que tous ces enfants sont devenus des modèles aujourd'hui? Papa Sibiti, nous n'allons quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Monsieur Komi en ligne, bonjour. Monsieur Sass, bonjour. Oui. Bonjour le plateau. Hein. Oui. Bon vendredi à vous. Vous voulez parler de quel sujet, s'il vous plaît? Deux questions, moi, j'aimerais vous poser. L'Assemblée a pour rôle de contrôler les actions de l'État, n'est-ce pas? Oui. Sur cette affaire de Togo comme CD, là, l'Assemblée dit quoi? Non, c'est l'Assemblée qui avait déjà voté le processus de privatisation. Ah, ils ont... Et c'était sous l'ancienne législature, quand il y avait encore des opposants au Parlement. Ils ont acté que on concède notre souveraineté de télécommunication aux étrangers. L'Assemblée avait voté quand même le processus de privatisation. Maintenant, c'est l'exécutif qui conduit la manœuvre. Et c'est là où nous en sommes. Voilà. Moi, ma question, c'est de savoir comment faire pour dissoudre l'Assemblée. Ça, c'est la première question. La poser à qui, s'il vous plaît? À Jack. À Jacques Jakouti. Justement, comment faire pour dissoudre l'Assemblée nationale. Deuxième chose. Dissoudre. Oui, dissoudre. Oui, mais on a compris. La deuxième question. La deuxième question, c'est par rapport à l'arrivée de Ali Baba. Oui. Quand Ali Baba n'est pas arrivé, notre papa n'arrive pas à nous parler. Maintenant, si Ali Baba vient et il repart,
est-ce qu'on va rester dans le même canevas? On ne va plus se parler. Ou bien de là, on aura à se parler éternellement. Peut-être que Ali Baba va commencer à faire les choses autrement. Mais la question rapide, Jacques Jakouti, l'ami Komi souhaite cherche à savoir comment on peut dissoudre l'Assemblée que nous venons à peine d'élire. Ça, voilà, pour caricaturer les Ivoiriens, voilà toi, voilà moi. Donc, pour dire que je crois qu'ils feront 6 ans, je crois. Oui, l'Assemblée actuelle, ils feront 6 ans. À moins qu'il y ait un problème. Il est vrai que le président a cette prérogative de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais de toute façon, une Assemblée ne pourra pas être dissoute avant 1 an d'exercice. Justement. C'est le minimum. Ouais. Donc je crois que pour le moment, je ne vois pas ce qui peut motiver de dissoudre cette Assemblée nationale. Merci. Nous recevons Johannes en ligne. Bonjour. Bonjour. Allô, Johannes. Oui, bonjour. Oui. Vous voulez parler de quel sujet, s'il vous plaît? Allô? Oui, diminuez un peu le bouton de votre poste récepteur. Ok. C'est toujours vous, la deuxième ligne? Je ne pense pas. Oui, Johannes. Oui. Oui, allez-y. Je remercie beaucoup le président pour l'initiative. Laquelle? Le milliardaire qu'il a invité, Jacques Ma. Oui. C'est une très bonne initiative. Ok. Je le remercie, mais après avoir fait tout ça là, qu'il laisse le pouvoir, qu'il laisse aussi d'autres intellectuels dans notre pays nous diriger. Non, le pouvoir, c'est pas l'université, c'est pas toujours les intellectuels qui sont aux affaires. Bon, je sais ce qui se passe au Togo, c'est pourquoi je le dis. Ok. Vous avez votre parole de journaliste. Voilà. Et, donc, vous avez votre parole d'auditeur. Et de citoyen. Merci beaucoup. Parce que c'est bien de faire la promotion des personnalités à l'étranger, mais on met sous silence nos intellectuels ici parce qu'ils ont des avis qui ne nous intéressent pas. Peut-être Tombouko aurait été d'une nationalité étrangère, peut-être c'est lui qu'on recevait en grand pop aujourd'hui. Ok, deuxième sujet, Togo comme privatisé. Quand j'entends Olivier, la vie d'Olivier, je me dis, bon, ce n'est que ce qu'on peut entendre quand, à chaque fois que les journalistes défilent dans vos studios, c'est les mêmes qui parlent politique, sociale, économie, et je ne sais quoi encore. Moi, j'appelle vivement à la spécialisation dans votre métier, parce que c'est difficile pour le même journaliste d'être un spécialiste politique, un spécialiste économiste, un spécialiste social et je ne sais quoi encore. Donc, vraiment, vivement la spécialisation. Mais vous avez écouté, nous-mêmes, nous sommes fait cette critique-là. Nous allons y arriver. Barabas, bonjour. Oui, bonjour, mes frères. Oui. Je voudrais intervenir par rapport à l'éducation. Mais regardez, par exemple, dans quel pays vous avez déjà vu qu'un espace réservé au savoir, à la culture, du jour au lendemain s'est transformé en cité? Dans quel pays? Pensez-vous qu'un gouvernement qui pose des actes comme ça prend de cœur l'éducation? Ce n'est pas possible. Mais nous avons nos enfants qui sont là. Regardez, la fois dernière, la brasserie s'est permis de rassembler nos enfants à la plage, lui donner des boissons à boire. Il a fallu qu'on crie sur la brasserie pour qu'il aille faire un don de 40 millions à l'orphelinat Majoie à Tapamé. Pourquoi ils nous font ça? Ces sociétés sont là, ils nous pillent. C'est parce que nos gouvernants leur donnent la chance de le faire. Eux-mêmes, ils ne font pas ce qu'il faut. Mais la Bible nous a enseigné que Salomon a demandé le savoir et Dieu lui a donné énormément du matériel. Maintenant, nous détruisons le matériel, le savoir qui est impérissable au profit du matériel périssable. Le monde à l'envers. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous qui êtes entrés en ligne. Nous excusons pour ceux qui n'ont pas pu appeler. Eh bien, vous avez chacun 1 minute ici au studio pour réagir peut-être sur les propos des auditeurs ou bien quelque chose qui vous tient à cœur. Olivier? Non, mais c'est sur les propos de certains qui estiment que la privatisation n'est pas une bonne chose. Et moi, je le dis toujours, et celui qui vient donc de dire qu'il faut se spécialiser, j'espère que il est un expert en économie, et j'attendais à ce qu'il nous dise non, et ce que vous avez dit,
selon les grandes lois économiques et que moi j'ai étudiées, c'est le contraire, d'accord? Et je tiens à réaffirmer que c'est le privé qui tient l'économie mondiale aujourd'hui. Mais lorsque vous voulez privatiser les choses, il faut le faire dans la transparence et permettre à chacun de voir dedans. Donc, si les uns et les autres estiment que ce que je dis et que ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre, je crois que tant mieux, je suis là pour exprimer mon idée. Je tiens encore à le réaffirmer. La privatisation est une bonne chose pour un pays, mais il faut le faire dans les règles de l'art. Au Togo, on doit le faire dans les règles de l'art. 60 secondes. Oui, privatisation, oui. Mais privatisation sans contrôle ne donnera aucun résultat. Les exemples sont légion dans notre pays. L'autre fois, Fonya Singbe disait bon, bado inkpon. Il faudrait. Jacques est un peu là. Il faudrait que cette fois-ci, pour la privatisation de Togocom, sinon on reviendra 5 ans après et dire que ça n'a pas marché, on reprend notre société. Merci. Macaboflan. Je pense que nous avons un problème de transparence au niveau de toutes nos sociétés, au niveau de toute notre administration. Et cette transparence aussi est, à mon avis, un critère indispensable si on veut faire dans une qualité d'environnement d'affaires et si surtout on veut se positionner comme un pays émergent. Il faut ouvrir les données. Vous savez, longtemps le ministère de l'économie numérique nous a parlé de l'open data, mais on attend toujours que le gouvernement donne la possibilité à cette jeunesse-là, ouvre ces données-là pour que nous puissions les exploiter, pour que nous puissions les décortiquer au profit de la population. Et seconde chose, privatisation, comme tout le monde le dit, d'accord, mais pas à n'importe quel prix. Le véritable problème du Togo, c'est que nous n'avons pas de champions nationaux. Et tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, nous n'associons pas nos champions. La dernière fois, on a parlé du secteur privé, on est allé à la semaine du secteur privé. Les nationaux, excusez-moi, étaient rares. Et les nationaux qui étaient présents, c'était des directeurs d'entreprises étrangères. C'est ça aussi la réalité. Aujourd'hui, Dangote arrive, mais c'est parce qu'à un moment donné, le gouvernement nigérien a décidé de porter Dangote. Aujourd'hui, nous avons plein de jeunes qui évoluent dans un certain nombre de secteurs, près d'entrepreneurs qui sont là, qui sont qualitatifs. Mais le gouvernement, à mon avis, ne fait pas encore assez pour pousser ces champions nationaux. Le micro à Roland Dajaka, 60 secondes. Ma curiosité, c'est de voir notre président nous parler, nous. Directement, nous, les jeunes. Et il est notre papa et nous attendons beaucoup de lui parce que nous avons besoin de lui. Merci. Mais en attendant que le papa vienne chez vous, vous pouvez également demander une audience, aller lui exprimer vivement cette doléance. Si c'est possible. C'est possible. Je l'espère. Jacques connaît le chemin. Jacques, vos 60 secondes. Non, je crois que c'est vrai ce que le confrère Olivier disait tout à l'heure, mais vous savez, il faut quand même associer les nationaux. Si aujourd'hui on vante Dangote, c'est parce que Dangote a été accompagné. Par le Nigeria. Oui, par son État. Par son État. Aujourd'hui, si nous accompagnons également nos concitoyens, ils vont avancer. Nous aurons assez de Dangote dans ce pays. Il faut le reconnaître. Vous voulez privatiser, mais cherchez il y a certains Togolais qui sont capables de racheter les actions au niveau de Togocom. Mais on ne le fait pas. On ferme et après on dit on ouvre, on donne le nom à Agou. Nous tous nous savons, Agou c'est le Togo. On connaît le mot Agou. Il n'est pas dit que c'est notre Agou. Non, c'est notre Agou. Juste à ce niveau-là, il y a un auditeur qui rappelle que Eya Dema avait sacrifié sa vie pour privatiser nos phosphates. Et voilà Fort Nyasingbe, Brad, nos Togo Télécom qui sont autrement plus stratégiques que les phosphates. Non, je crois que quelque part, il faut. Bon, ça c'est une citation, mais ce que nous sommes en train de dire, il est important qu'on privilégie nos compatriotes. Il y a des compatriotes qui sont capables aujourd'hui de gérer ces sociétés. Ouvrons le capital, ils vont rentrer. Oui, même avec l'arrivée de Dangote, le communiqué publié hier, on ne nous dit pas quelle est la part des nationaux dans l'investissement de Dangote. On ne sait pas si c'est lui et lui seul. Dangote seul. Mais bien écrit noir sur blanc. Alors que notre code dispose à ce que vous ne pouvez pas venir. Quel code? D'investissement. Oui.
Mais vous ne pouvez pas être un étranger et venir s'installer sans l'accompagnement. Sans partenaires nationaux. Voilà. Merci beaucoup. Rien n'est dit dans le communiqué. On ne sait pas si c'est Dangote, lui et Loussal qui va apporter les sous. Et prière. Le carton, c'est sur un sujet et il y a une personnalité qui n'a pas été évoquée aujourd'hui. Maka Boflan. Carton de fin de semaine. Carton de fin de semaine, plutôt une invitation à des Togolais de bonne volonté. Il y a une croisade de prière qui se tient à partir de ce soir et demain à Togo 2000. C'est une prière pour le Togo, vous savez. J'ai l'impression que beaucoup de choses ne marchent pas, on ne s'entend pas sur beaucoup de choses. Et il y a un certain nombre de choses sur lesquelles les Togolais sont d'accord. C'est notre préambule de la Constitution même le dit. C'est Dieu. Et donc je pense... prier pour que les choses aillent mieux. Thierry Afankoé? Oui, un carton rouge à la société Ebomaf. Parce que Ebomaf a eu à exploiter une carrière au niveau de l'ASA, une carrière du NIES. Mais cette société rechigne à indemniser les populations affectées par cette exploitation. L'ASA, projet de la COSA. Voilà. Olivier Aya? Oh, pas de carton, coucou spécial aux auditeurs. Merci, auditeur. Pourquoi pas coucou de Olivier à Roland Daziaka, votre carton? Mon carton est vert et je l'adresse au ministère de l'Environnement. Et surtout parce que c'est un ministère qui est en train de faire la promotion du genre. Et au niveau de l'administration, aujourd'hui, nous avons la première femme directrice des ressources forestières. Et oui, c'est Madame Ama Toutonou qui est maintenant la directrice des ressources forestières. Ça, ce sont des choses à encourager parce qu'on a besoin des femmes à des postes. C'est noté. Jacques Yagouti? Non, je n'ai pas de carton, tout juste inviter nos confrères de la TVT. Vous savez, le chef de l'État, lors de son adresse au 2 février, il s'était exprimé en éveil. Mais lors du montage, ils ont coupé cette partie. Il faut promouvoir nos langues. C'est important de promouvoir nos langues. C'est important. Quand vous prenez Macky Sall, dans le discours de Macky Sall, avant la fin, il y a toujours le Wolof. Je crois que laissez notre président s'exprimer. La TVT a censuré le chef de l'État. Il faut le laisser parler. Bon, je crois que c'est des confrères. Je ne voudrais pas leur donner un carton, mais c'est une invite pour que... Merci. Voilà. Et le club de la presse Touhaoté vous adresse des cartons d'invitation. Vous savez, l'église évangélique presbytérienne de Haoté fête son jubilé d'or. Et le culte apothéose, ce sera dimanche prochain. Vous êtes tous conviés pour vous associer à nous, surtout que ceux qui parlent beaucoup de prières là, Macaboflan, vous avez toute la journée du dimanche pour prier le Seigneur avec les presbytériens de Haoté. Et Jacques, qui est beaucoup plus connu comme pasteur, plutôt que journaliste, ne peut pas ne pas aller à notre jubilé. Donc bon week-end et rendez-vous lundi prochain à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.